Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour parler de manga. Plus précisément aujourd'hui, c'est du Jump dont nous allons parler et de ces 6 grands principes éditoriaux. Oui, les 6 grands principes éditoriaux du Weekly Shonen Jump. Ces principes, on pouvait les connaître, mais ils sont ressortis cet été dans un livre signé d'un des rédacteurs en chef emblématiques du magazine, Hiroki Goto. Le bouquin s'appelle Jump, l'âge d'or du manga. Alors, quels sont ces 6 principes ? On va les égrener un à un et vous les résumez, ok ? Si jamais c'est vague. Ça marche. Ça marche. Principe numéro 1. Inclure dans chaque numéro une enquête auprès des lecteurs et en obtenir des données objectives. Bon, en quelques mots, ça consiste à demander l'avis des lecteurs pour connaître un petit peu les séries que les lecteurs plébiscitent, ceux qui préfèrent ou pas. Un sondage, quoi. Oui, bah alors j'étais pas obligé de résumer finalement. C'est donc un sondage. Numéro 2, le lectorat cible se compose d'enfants de 7 à 15 ans. Bah oui, parce que shonen, ça veut dire garçon, jeune garçon. Non, c'est vrai qu'on l'oublie parfois. Le Shonen Jump, c'est pour les enfants à la base, pour les jeunes garçons. Numéro 3, le magazine contient exclusivement des mangas. Bah, c'est vrai que c'était une particularité pour l'époque, c'était une presse pour les jeunes où il n'y avait que du manga ou que des auteurs de manga dedans, quoi. Numéro 4, s'efforcer de publier, de faire évoluer de nouveaux auteurs. Ça correspond à aller chercher la nouvelle perle rare, le nouvel auteur qui va tout défoncer. Mais tout le temps. Numéro 5, établir un contrat d'exclusivité avec des mangakas publiés dans le Shonen Jump. Bah, ce qui veut tout simplement dire que quand t'es publié dans le Shonen Jump, tu peux pas être publié ailleurs. Et tu te tais. Surtout tu te tais. Numéro 6, un manga est réalisé par une équipe de 2 personnes, le mangaka et son éditeur. Ah ouais, parce qu'on a tendance à l'oublier quand nous on voit juste le nom du mangaka sur la jaquette, mais il y a toujours un éditeur qui est en binôme avec lui, quoi. Ça, ce sont les 6 grands principes du Shonen Jump. C'est ce dont nous allons parler maintenant dans la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans cette 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le livre Jump, l'âge d'or du manga, et principalement le début en fait, où il est question des 6 grands principes éditoriaux du Shonen Jump. On va vous éclairer ça dans un instant, mais laissez-moi avant tout vous présenter les membres de l'équipe qui ont été sélectionnés cette fois-ci. Lui, s'il était un manga du Jump, il serait Naruto ou Slam Dunk, ou il serait Fly. Alors pourquoi ? Parce que si j'en donnais un autre, il m'aurait cherché la bagarre. Salut Cagnard. Salut Max, comment ça va ? Ça va et toi ? Je suis chaud. Je suis super chaud, je viens de manger des raviolis archi chauds, blindés de piment, c'était trop bon. De poivre vert d'ailleurs. Ah, c'est toi qui le dis ça. Si, c'est écrit Pepper Green sur Je la lis boîte. pas l'anglais, il y a que de l'eau qui fait des traductions en anglais. Si elle était un manga du Jump, elle serait... En fait non, jamais elle serait un manga du Jump. Salut Julie, ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Bah très bien, écoute. Lui tel un Batosai, s'il était un manga du Jump, il serait Kenshin le vagabond. Oh là là. Salut Robin. Salut. Ou alors tu serais Oshin. Ouais, mais un vagabond ça me va parce qu'en plus là je suis en train de préparer un voyage donc je vais vagabonder. D'ailleurs, si vous m'écoutez, on est dans le futur, je serai probablement en voyage, quoi. Ou alors tu serais Hunter x Hunter. Ouais, un autre voyageur, quoi. Bah parce que c'est comme ça. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Hashtag 5DC c'est sur Twitter. La 5ème de couve.fr, ça c'est le blog. Hashtag 5DC ça marche aussi sur Instagram parce qu'on est sur Instagram. Et ouais. On fait des stos ou pas ? On fait des... Non, on fait pas encore des stories. Je pense qu'on va les faire, les stories. Des stories. Ah, des stories, il a dit. Putain, je parle vraiment pas anglais. T'es pas jeune, mec. Des stos, tu sais, c'est des stos, c'est pour aller plus vite que story. Ah, des stos. Des stos, ok, d'accord. Ouais. Mais si, là, d'ici à l'émission, il y en aura. Une ou deux, au moins. Et on fait quoi comme sto ? Parce que moi, j'ai toujours pas compris le principe des stos. Bah, T'expliquerai Cagnard, t'inquiète pas. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Ça, c'est sur Facebook. Merci en tout cas pour tous vos messages. Et n'hésitez pas à réagir à cette émission. Au programme d'ailleurs de cette émission, les 6 grands principes du Jump. Je les répète, encore une fois pour qu'on soit bien sûr. Là, il y a eu le générique entre temps et tout. Numéro 1, inclure dans chaque numéro une enquête auprès des lecteurs
et obtenir des données objectives. Numéro 2, le lectorat cible se compose d'enfants de 7 à 15 ans. Numéro 3, le magazine contient exclusivement des mangas. Numéro 4, s'efforcer de publier et de faire évoluer de nouveaux auteurs. Numéro 5, établir un contrat d'exclusivité avec les mangakas publiés dans le Shonen Jump. Et numéro 6, un manga est réalisé par une équipe de 2 personnes, le mangaka et son éditeur. Voilà, ça c'est les 6 points, c'est clair, c'est net. Et nous allons développer et éclairer ces différents points éditoriaux. Nous allons les illustrer aussi, les comprendre, j'espère. On va regarder leur évolution, voir de quelle manière ils peuvent s'appliquer aujourd'hui. On va aussi et surtout voir comment vous, là, ici, autour de cette table, vous percevez ces 6 points, comment vous les comprenez, comment vous les analysez, que ça soit sur le succès de certaines œuvres cultes ou sur le magazine en lui-même. On va même s'amuser à comparer, à voir si ça serait peut-être applicable ou appliqué ailleurs. On commence donc par le premier point. Inclure dans chaque numéro une enquête auprès des lecteurs et en obtenir des données objectives. Bon, c'est bête, hein, un sondage, mais c'est évident. C'est normal de connaître son lectorat, c'est même une priorité peut-être, non ? Bah, c'est sûr que oui, pour un éditeur, si tu proposes des bouquins en librairie et que tu veux que les gens achètent tes bouquins, il vaut mieux connaître les gens qui vont acheter tes livres, mais proposer vraiment une démarche et un process pour connaître la vie de ses lecteurs, c'est pas forcément évident en fait pour. Bah ça devrait l'être. Ouais, ça devrait, mais. En fait, ils ont raison depuis le début, non, avec leur truc. Bah, ouais, mais non, peut-être pas depuis le début non plus, parce que tu vois, moi, ce sondage. 68 le début. 68 le début, 1968. Mais je crois. C'est pour moi c'est limite comme un aveu de faiblesse de la part d'un éditeur de se dire bon bah en fait moi je sais pas trop quoi faire. Alors je vais demander qu'est-ce que vous voulez qu'on publie. Je trouve que quelque part il y a un côté un peu on laisse en fait au public le choix d'avoir ce qu'il a à lire, et je trouve que c'est un peu un aveu de faiblesse en fait. Non mais je crois que t'as raison, c'est un aveu de faiblesse mais totalement avoué. C'est-à-dire que quand on lit aussi dans le bouquin ce que Hiroki Goto explique au tout début, quand ils ont fait ça, quand ils ont lancé le Shonen Jump, il n'y en a pas un qui savait quoi faire. En fait, il y en a un ou deux qui avaient l'air de savoir quoi faire, mais tous les autres, ils étaient pas nombreux au début, mais ils avaient pas l'air de savoir vraiment quoi faire. On leur dit, faut faire des mangas et il faut parler aux jeunes. Bon, alors comment on parle aux jeunes au début des jeunes Donc finalement, oui, c'est un aveu de faiblesse, mais assumé. Non, mais en vrai, c'est quasiment une position assez humble, mais que je trouve un peu dichotomique, tu vois, de dire en soi, on sait pas quoi vous proposer, mais en même temps on est suffisamment humble pour être à l'écoute de notre lectorat. C'est un truc qui est un peu particulier, c'est en même temps une bonne mauvaise idée ou une mauvaise bonne idée. mais je pense que c'est un truc qu'on se dit nous en tant que Français, parce que peut-être que nous on a, enfin en tout cas moi je pense pour la BD franco-belge on a une vision de l'édition qui est un peu différente, ce qui est que en fait un éditeur en général il a plus tendance à considérer qu'il fait de l'art ou qu'il est propose une création, et en fait c'est à l'éditeur lui de on va dire proposer la tendance. Alors que là j'ai l'impression que justement du côté des Japonais on est sur on écoute nos lecteurs pour comprendre ce qu'ils aiment, et du coup leur faire une proposition, en fait se mettre au diapason avec les tendances que les lecteurs ont. Et c'est un truc qui est très marketing en fait, qui est très quelque part ça montre que les Japonais ils assument complètement, et ça se vérifie dans la façon dont ils considèrent l'édition de manga. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment conscience que produire des mangas, produire des livres de consommation pour les gens, c'est être une industrie. Donc c'est vraiment être dans une démarche marketing, c'est-à-dire que étudier ce que les gens aiment, machin, enfin vraiment un truc très différent de ce que nous on considère en Europe et en France en particulier, qui est que nous on est dans un truc très le cul entre deux chaises, entre est-ce qu'on fait de l'art, est-ce qu'on fait de l'industrie, et on sait pas comment se positionner. Alors que les Japonais au moins ils ont tranché, ils disent on écoute les lecteurs quoi. Après, moi, c'est le point culture. Je pense que c'est un raisonnement assez japonais que tu peux trouver dans d'autres domaines, qui est de toujours écouter les retours pour s'améliorer. Donc, et c'est pour ça aussi qu'ils ont cette réputation de piquer des idées ou des inventions à d'autres cultures et de les réapproprier à leur sauce, parce que justement, ils voient ce qui plaît et ils essayent d'aller à fond dans ce sens-là. Et c'est aussi le retour qu'on a quand on voyage là-bas, des gens qui sont là, genre « Ah, c'est hyper confort, ah, c'est hyper facile. » Bah ouais, parce que les gens, ils ont pas envie de se casser le cul. Donc les Japonais, ils font en sorte que ça marche. Il y a qu'à regarder leur toilette. Et voilà, exactement. Après, quelque part, c'est... en fait, c'est assez bizarre, parce que pour l'époque, tu disais que il y avait pas d'autres magazines qui faisaient ça. Dans les sondages comme ça. Dans les sondages comme ça. A priori, ça avait l'air assez original à ce moment-là. Et du coup, quelque part, ils ont tranché avec la mode de l'époque.
en imposant ce truc, et du coup quelque part c'est contre-culture aussi, tu vas te dire on va pas faire comme les autres, on va se mettre pile sur la cible de notre lectorat. Donc après il est possible que d'autres magazines sur d'autres genres, d'autres univers faisaient déjà des sondages et des enquêtes parce comme que ça. De ce que je me souviens, c'était ce qu'ils avaient fait au lancement du magazine. C'était peut-être pas une idée qu'ils voulaient garder absolument, mais c'était une grosse enquête qu'ils avaient lancée au lancement du magazine, et du coup j'imagine qu'après au vu de la popularité, parce qu'ils offraient des petits cadeaux en plus, je crois, pour ceux qui répondaient au sondage. En fait il y en a qui sont tirés au sort et qui ont un petit cadeau évidemment. Mais c'est marrant parce que c'est 68, c'est ça ce lancement. Ouais. Et parce que en fait, moi je pense à un parallèle dans un autre domaine, mais ce qui est la musique, par exemple aux États-Unis, les labels de musique, c'était un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on avait aux têtes des maisons de disques des gens qui étaient très finalement un peu âgés par rapport à la musique qui se faisait à l'époque, et qui étaient vraiment dans une démarche de on écoute ce que les jeunes, enfin on est attentif à ce que les jeunes écoutent, et même si on comprend pas ce qu'ils écoutent, on va tenter le coup, on va faire confiance à ce que eux ils nous disent, quoi. Julie, c'est que les années 70, on sait que c'est la grande création des années 70, c'est quoi? C'est les ados. C'est le moment où il y a ce segment économique d'abord, puis culturel qui a été créé, quoi. Donc je pense que il y a aussi toute une dynamique d'époque où là finalement ça se retrouve, même si eux ils ont élargi le panel pour vraiment recruter des lecteurs assez jeunes qui ont parfois une dizaine d'années, quoi. Donc et les enquêtes ça va plus loin encore, puisque du coup il y a les sondages pour avoir des infos sur ce que les enfants veulent consommer et ainsi de suite, et puis ensuite il y a les enquêtes, les sondages de popularité des personnages, des mangas, des mangas d'abord, et puis ensuite des personnages. Mais ces sondages de popularité des mangas dans le Jump, c'est ce qui fait le Jump suivant. Ouais, c'est clair. Mais parce que c'est en fonction des résultats du sondage qu'on sait quel manga va être dans les premières pages et ainsi de suite. Qui va bénéficier de page couleur, celui qui est au début. Page couleur et couverture, c'est à part. Ça, c'est un choix éditorial. Mais l'autre, le reste de l'ordre, c'est la popularité. C'est la même, je trouve ça horrible comme manière. Enfin, je me mets à la place des auteurs. Tu démarres, ta série, elle est dans les premières pages, tu vois, du. Excusez-moi. Elle est dans les premières pages du Jump, et plus t'avances et plus. Tu rétrogrades. Ouais. Et en plus, je me demande, tu restes combien de temps, le dernier chapitre? C'est le chapitre, c'est l'antichambre de l'enfer, quoi. Tu vas sortir, mais c'est plus de 10 semaines. Ouais, c'est ça dans le bouquin, et c'est ce qu'il dit, c'est 10 semaines, au bout de 10 semaines, si ça marche pas. Ça marche pas. À la place des auteurs, ça doit être horrible. Ouais, mais en même temps, c'est démocratique. Enfin, je sais pas comment dire, c'est. Ah oui, c'est le peuple qui décide ce qu'il a envie de lire, quoi. Ça peut être aussi hyper capitaliste. Oui, après, ça dépend comment tu te situes, parce que c'est le début du taper 1, taper 2, tu vois, en fonction de vos choix. Enfin, il y a un côté, à ce moment-là, c'est vraiment en fait il y a une notion de jeter son auteur en pâture au lecteur. Et c'est vraiment en pâture, je pense pas qu'il mange des sales commentaires, des trucs comme ça, tu vois, mais c'est vraiment genre, t'as ton auteur, vas-y, affronte, tu voulais publier, affronte le lectorat maintenant. Plus qu'au lecteur, aux enfants. En plus, c'est les enfants, c'est ça, qui sont les pires, souvenez-vous. Aïe. Et là, les enfants peuvent décider. Et ils peuvent décider d'eux-mêmes. Et du coup, on va sur le sondage de popularité des personnages, qui est un truc qui m'a toujours horrifié dans les mangas. Où quand je lisais ça quand j'étais petit, je croyais que c'était juste un truc pour dire c'est qui les persos préférés. Je suis là, c'est rigolo, tu vois, comme truc à faire. Et quand t'avances et que tu découvres qu'en fait des histoires peuvent prendre un certain tournant parce qu'un perso a pris de la popularité, de l'ampleur au niveau des. Non plus, ça dépend des auteurs. Pas toutes, bien sûr. Mais c'est la même, c'est genre, je trouve ça horrible, toujours du point de vue d'un auteur, je trouve ça horrible à subir. Truc genre, mais non, mais il avait d'autres trucs à raconter pour ce perso. C'est peut-être aussi une technique aussi pour avoir, tu vois, d'emblée plein de persos et t'as des fusibles qui sautent. Ouais, mais quelque part, je trouve qu'il y a un processus un peu naturel qui se construit, c'est que si l'auteur il a mis en scène sa série de telle manière, les persos les plus populaires vont être un peu naturellement les plus populaires, tu vois, c'est assez exceptionnel quand c'est pas le cas, quoi, je pense. Le plus fort là-dessus, ça a été Togashi, alors non pas avec Hunter x Hunter où il s'est un peu plus lâché, mais avec Yu Yu Hakusho où il a beaucoup plus, en tout cas d'après Hiroki Goto, beaucoup plus calibré chaque partie de son manga, chaque arc, chaque personnage pour en anticipant ce truc pour anticiper les sondages. Ouais, voilà. Ah là là. Et là, ça devient intelligent. C'est fou. Mais c'est Togashi. Mais du coup, c'est une vision de création qui est différente, quoi, pour le coup, enfin vraiment particulière, quoi. Mais on en parle aussi dans Bakuman, tu vois, qu'un autre manga du Jump. À un moment donné, les héros se posent la question
est-ce que je dois être un mangaka, enfin, est-ce qu'on doit être un mangaka calculateur ou laisser aller notre histoire jusqu'au bout, instinctif, ou ouais, instinctif. Et donc ils hésitent et ça prend limite un arc. Ouais, mais oui, mais en même temps, c'est dans l'écriture, c'est un truc de base. Les écrivains souvent sont en deux catégories, c'est les instinctifs et les calculateurs. Donc c'est vraiment un truc qui se matérialise, quoi. Et si je cite Bakuman, c'est ce qu'il y a des chercheurs, il y a des universitaires au Japon qui ont expliqué que pour eux, c'est un guide d'entreprise. Pour eux, en fait, Oba et Obata ont fait un guide d'entreprise pour travailler dans le manga. Pour mangaka, guide de survie en territoire shonenien. Pour éditeur, pour mangaka, et pour entrepreneur. Ouais, c'est ça. Là là. Mais en tout cas, ce sondage de popularité, enfin ce sondage, cette enquête auprès des lecteurs pour avoir des données objectives, ça a donné les 3 piliers du Jump. Vous savez, c'est ces 3 mots. Je vais vous citer un extrait du bouquin. Nous avions dressé une liste de 30 mots parmi lesquels les lecteurs devaient choisir ceux correspondant le mieux à des catégories telles que le mot qui me réchauffe le plus le cœur, le mot le plus important pour moi, le mot qui me rend le plus heureux. Et les termes qui obtinrent la première place pour ces catégories furent les suivants. Le mot qui me réchauffe le plus le cœur, l'amitié. Tadam. Le mot le plus important pour moi, l'effort. Et le mot qui me rend le plus heureux, la victoire. Yeah. Ils donnèrent ainsi naissance aux fameux 3 grands piliers de l'orientation éditoriale du Shonen Jump: amitié, effort, victoire. C'est beau. C'est beau. T'es fort en storytelling, hein, c'est vraiment. Alors j'ai lu le livre en fait. J'étais en train de lire le livre. Là. Je vous explique. C'est génial ces 3 grands principes narratifs. C'est marrant parce qu'au final, c'est 3 grands principes, on va dire, narratifs qu'on pourrait limite retrouver dans la plupart des productions blockbuster et pas seulement manga. Je pense en cinéma, je pense en plein d'autres trucs où finalement ces 3 notions qu'on voit et qu'on ressent dans la production blockbuster, et même pas forcément que blockbuster, mais depuis des années. Je veux dire, si tu prends Star Wars, ces 3 mots tu peux les coller dedans. Tu prends Fast and Furious, ces 3 mots tu peux les coller dedans, tu vois. Enfin, c'est je me demandais quel genre d'exemple t'allais sortir. C'est pour ça que j'ai décidé d'en prendre un peu vieux. Mais tu vois, Fast and Furious, moi je les vois, hein, c'est de Aristote à Fast and Furious. Et si on prend les Marvel à l'heure actuelle, oui, on y est aussi, quoi. Et c'est de toute façon 3 axes narratifs sur lesquels il faut jouer quand t'écris un scénario. De toute façon, un scénario que tu veux grand public, de toute façon, oui, c'est 3 axes sur lesquels tu dois jouer. Alors, est-ce que c'est à partir de ces 3 mots qui sont ressortis du sondage des enfants que ça a pu être inscrit comme ça, ou alors est-ce que c'est à cause de la production que ces enfants-là ont ces 3 mots qui sortent obligatoirement? Ça je ne sais pas, c'était l'œuf ou la poule ou l'œuf. Ouais, mais alors en 68, c'est les enfants japonais, là aujourd'hui nous on est très mal placés pour savoir s'ils ont été influencés ou s'ils l'ont dit naturellement. Non, je sais pas, mais déjà à l'époque il y avait déjà des productions qui je pense avaient déjà un petit peu ces valeurs-là. Oui, inconsciemment, quoi. Oui, là c'est que c'est... En fait, tous les récits héroïques possèdent ces 3 valeurs-là. Oui. Après, moi j'ai l'impression que, tu vois, dans ces 3 notions, il y a quand même le mot victoire qui a été un peu le plus mis à mal dans l'évolution des mangas du Shonen Jump, parce que quand on voit dans le livre qui est très bien fait, il y a également des extraits des anciens, des premiers numéros du magazine. Et on très vieux manga. Oui, ça nous fait, on se dit waouh. Tout à ceux à quoi nous avons échappé. Pardon. Mais il y a quand même clairement le choix binaire de vaincre ou gagner, du bien, du mal. Et là, on se rend compte de nos jours que c'est fragmenté, quoi. Il y a une multitude de possibilités, de questionnements sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Est-ce que la victoire à tout prix? Enfin, c'est beaucoup plus nuancé dans les mangas d'aujourd'hui. Oui. On a moins envie d'avoir que la victoire à tout prix. Ah oui, c'est pas noir ou blanc, quoi. Que même dans les années 90, si tu compares un City Hunter, Oui. Non, mais c'est vrai, même un Cat Size, un Chevalier du Zodiac. Si tu reprends, il y a beaucoup plus de remise en question à la fois des auteurs et des concepts bien mal. Si tu reprends Naruto, il y a clairement tout un pan de l'histoire qui se concentre là-dessus de qu'est-ce qu'est la justice, qu'est-ce que la paix, qu'est-ce que la victoire. Est-ce que la victoire incite forcément la défaite de l'autre côté? Je pense que dans Hunter, il y a aussi beaucoup cette question-là de savoir paix, victoire. Et ça, je pense que c'est en grande partie grâce à la maturité des auteurs qui ont aussi fait évoluer ces concepts-là avec
avec d'autres questionnements qui étaient moins comme tu dis, manichéens, blanc, noir. C'est là où on se rend compte que perd. peut-être les enfants, ils avaient, tu vois, déjà des idées et que, enfin, c'est bien, enfin, ce concept d'avoir ton lectorat qui te répond en permanence, qui a un ping-pong comme ça. Enfin, c'est super intéressant. Le fille veut gagner ou Ah ouais, parce que dans les discussions qu'on a eues pendant la préparation, moi je disais que effectivement, enfin le seul pour moi qui est à fond dans la victoire, sans concession, etc. Ça a l'air d'être dans One Piece, quoi. Enfin Luffy. Et c'est le manga numéro 1. Ouais, c'est ça, c'est fou. Donc en fait, il a peut-être raison. Il faut arrêter d'interpréter la victoire. Il faut faire la victoire pour la victoire. On en a déjà parlé. Luffy, c'est un dictateur. C'en est un. Luffy aurait pu être le méchant d'une histoire, clairement. C'est clair. Après moi, franchement, dans ces 3 mots, le mot qui me choque entre guillemets le plus, c'est pas victoire, c'est effort. Sérieusement, tu demandes aux enfants, vraiment. Enfin, après, moi, je me suis vraiment projeté genre. Imaginons en France, on fait le même sondage, on demande aux enfants c'est quoi les mots qui vous motivent le plus. Tu penses vraiment qu'il y a le mot effort dans les 3 mots c'est des japonais. Le plus important pour le toi. mot le plus important pour toi, tu penses vraiment que c'est effort? Enfin moi honnêtement quand j'avais entre 7 et 15 ans, parce que voilà, on va se repositionner, moi entre 7 et 15 ans, c'est pas le mot effort qui me vient le mot le plus important pour moi. Oui mais attends, tu recontextualises, ça reste, ok c'est 1968, mais ils sont encore dans le post-guerre mondiale. Les 2 bombes lâchées à Nagasaki. Oui, après voilà, et à Hiroshima. Effectivement, il y a un truc culturel. Ils ont vu leurs parents trimer comme des acharnés. Puis brûlés. Ah oui, non mais voilà, après, ça c'est dans Fire Force. Il y a certainement un truc culturel, mais de se dire aujourd'hui que le Shonen Jump ce soit encore parmi ces 3 mais après, maîtres mots, tu vois, genre l'effort. Enfin, l'effort, c'est quand même un truc très, tu sais, de responsabilité adulte. Genre, tu mets de l'effort dans ce que tu fais. Quand t'es enfant, tu penses pas du tout à mettre des efforts dans ce que tu fais. Après, tu mets une bonne couche de confucianisme, du confucianisme bien asiatique par-dessus. Non, mais voilà, je pense que c'est vraiment un truc très culturel, très japonais, quoi, pour le coup. Je pense que tu serais quand même surpris. Après, on peut pas comparer, puisque personne ne fera une enquête de cette ampleur sur les enfants alors, français de 68. Mais ce serait hyper intéressant. Est-ce que c'était pas forcément l'effort en 68 en France, mais du coup je pense qu'on serait surpris en le faisant aujourd'hui. Mais tu sais c'est marrant parce que culturellement je pense que c'est en fait quand j'ai vu ces 3 mots, moi ça m'a fait penser au travail, famille, patrie, tu vois. Aïe, oui, Marshall, voilà. Mais je pense que c'est une interprétation vraiment du pays, tu vois, qui en Russie, c'était ça, tu vois, la devise, c'était ça. Au Japon, j'imagine que la devise que les parents japonais inculquaient à leurs enfants, ça devait être effort devait souvent faire partie du truc. Alors de là à dire qu'ils vont faire un parti politique manga, on verra, j'espère, je le souhaite un jour. Votez manga. Votez manga sans S. Sans S, évidemment. Non, puis il y a la façon dont tous les auteurs vont réinterpréter ces mots, puisque Hiroki Goto le dit, nous on le lit aussi, et on voit que ces 3 mots sont interprétés, revus, visités, revisités. Bien sûr, de toute façon ça reste 3 piliers. C'est 3 piliers, mais on peut pas parler de ces piliers là comme d'un algorithme Google qu'on applique à une histoire. Mais là c'est dans l'anachronie la plus totale. Non mais l'amitié dans Hunter, c'est pas l'amitié dans Hokuto no Ken. Oui c'est ça, c'est que derrière de toute façon t'auras la vision de l'auteur de l'histoire, de ce qu'il veut raconter. Déjà c'est important. Donc c'est que c'est comme un filtre que tu mets sur ton histoire, mais par contre il restera toujours l'opinion de l'auteur, la vision que l'auteur se fait de l'amitié, de ces concepts-là, de ces concepts-là. Donc c'est absolument pas 3 impondérables qu'il faut mettre. Absolument, c'est je pense 3 impondérables que tu dois garder en tête avec ce que tu veux raconter. C'est ce que Goto dit lui-même dans son bouquin. Il dit d'ailleurs, les auteurs, ayez juste en tête que pour les enfants c'est ça les 3 termes les plus importants qu'on a définis, mais par contre ça doit pas structurer votre œuvre en fait. Après c'est à vous d'interpréter ça comme vous avez envie de le faire, quoi. Oui, puis quand tu prends le mot effort pour revenir dessus, finalement on a aussi beaucoup de héros qui sont naturellement doués. Tu sais, qu'on ont une puissance innée. Donc ils n'ont pas forcément besoin tout de suite de faire des efforts. Et l'effort vient un petit peu plus tard quand l'adversité est rencontrée. Ouais, mais c'est souvent justement dans le schéma du shonen, c'est souvent justement
l'opposant du héros, qui est naturellement doué, le héros a besoin de faire des efforts pour se mettre à son niveau. Enfin, j'ai l'impression, moi, après. Typiquement, Ça Luffy dépend, ne fait aucun effort. Hein. Voilà. Enfin, il y a une phase d'entraînement qu'on voit mais pas. c'est vrai que Luffy, c'est c'est un héros. Ouais, alors que Naruto. Je pensais, Naruto, il en fait. Voilà, je pensais Ouais. plus à Naruto, mais je pensais aussi à Naruto au début, il en fait pas tant que ça, il en fait pas du tout. Et d'efforts. même Gon et Killua, par rapport à comment il s'appelle là, le gros sourcil qui Zushi, hein, Zushi Ah à la oui, tour mais- céleste, il en chie des ballons et l'autre Zushi, le vrai héros de shonen selon Max. Zushi, c'est le vrai héros, parce Rappelons-nous que sa l'amitié, théorie. il l'a, l'effort il l'a, il lui manque encore la victoire. L'effort, il l'a bien, mais la Ouais. victoire, il y est pas. Mais c'est vrai Elle que c'est met un du temps à pur arriver, cette concentré de victoire. shonen. Zuki. Bon, on a fini. On peut passer au point numéro 2. les Point enfants. numéro 2. Allez, allons-y. Le lecteur à cible se compose d'enfants de 7 à 15 ans. Les pires. Non, c'est vrai qu'on l'oublie en fait quand on lit les mangas, quand on a le nouveau Hunter. Bon, peut-être pas le nouveau Hunter, mais quand on a Promise Neverland entre les mains, tu vois, je prends un plus récent, le tome 1, on oublie que tous ces mangas cultes, en remontant à Naruto, à Hokuto no Ken, ils doivent pouvoir pour la plupart être lus par des enfants de 7 ans. Ouais. Ouais. Des fois c'est chaud. Bah non, en fait, je trouve qu'on peut chercher, mais à la base, je pense que la plupart des chapitres 1, tome 1, ils sont lisibles par des enfants de 7 ans. Et une ou deux petites exceptions, évidemment. Enfin, vous en voyez, vous des mangas qu'il faudrait surtout enlever des mains. Bah, moi, il y a Hunter x Hunter qui me vient. Ouais, pour moi, c'est. Mais le tome 1, vous l'enlevez ? Non, le tome 1. Ah, si. Il y a Moi, dès que le les. tome 1, ouais. Non, il y a les dernières pages qui sont. Ouais, mais en fait, dès le tome 1, tu sens le côté malaisant, il y a du sang, il y a du. Enfin. Mais après, C'est les du gens vrai sang ou pas ? Je me souviens plus dans le Ouais, tome 1. c'est des éclats noirs, Ouais. tu vois. On va dire. Il y a parce que Hisoka quand même. Hein. Dès le tome 1, il y a. Il y a Hisoka, en fait, le tome 1 il se termine sur Hisoka qui décide de péter un câble et de tuer des, gens, tuer ouais. des participants parce qu'il y en a trop. Oui, voilà. Bon, c'est un petit contre-exemple. Après, alors attention, Mais du coup- c'est pas alors je dis ça, mais c'est pas du tout un manga que j'enlèverais des mains d'un gosse de 7 ans. Ah, Je trouve ça, je trouve que c'est limite, tu vois, mais en vrai, moi je suis vraiment pour faire expérimenter les enfants et que même à 7 ans qui lisent des trucs qui les chamboulent un peu, moi en fait je suis plutôt pour, tant que c'est ouvert à la discussion derrière et que t'en parles, moi je suis plutôt pour. Et à la limite, maintenant que t'en parles, en fait, Hokuto no Ken, moi je sais que je l'ai vu très jeune parce que ma mère me l'a montré très jeune et je trouvais ça beaucoup trop violent et ma daronne n'avait fait aucun effort pour m'expliquer que c'était du dessin animé ou tu sais que c'était pour rire et ça m'avait choqué, tu vois. Et effectivement, Hokuto no Ken c'est un truc que je pourrais retirer à un gosse, mais en vrai, si j'en parle avec lui, si moi j'en parle, hein, je laisse pas parler n'importe qui. Si moi j'en parle avec lui, moi je suis plutôt pour ce genre d'expérimentation parce qu'en fait c'est réglé, c'est géré ces trucs-là. Mais de toute façon, Oui, c'est un mais truc attends. dont on a déjà parlé ici, mais qui est que les shonen ils se basent sur une structure qui est celle du conte et les contes de toute façon. Oui, Ah, c'est bah, un peu c'est violent, censé, hein. c'est censé être lu pour les enfants, mais ce qui se passe dedans, c'est quand même Oui, c'est assez ça. hardcore quoi. Bah, tu vois, l'exemple donc, de La Belle au Bois dormant bah, est voilà, enfin même probablement le tu plus parlant. prends la majorité des Oui. contes qui existent, c'est horrible quoi ce qui se passe dedans. Donc en fait, quelque part, les enfants sont déjà préparés par même leur lecture encore plus ancienne à ça quoi. Donc Ouais. moi j'en enlèverais pas non plus vraiment. J'ai cherché, j'ai réfléchi. Bah, après ouais, c'est vraiment sur la peut-être City Hunter. c'est vraiment sur la représentation. Bah, après, enfin moi là où j'interviens, je me dis mais enfin je sais pas comment c'était dans les années 60, 68, 70, mais 80, je vois mal les adultes japonais prendre le temps de discuter avec leurs ados de ce qu'ils lisent ou même de leurs petits enfants, tu vois. Enfin parce que bah déjà c'est pas un pays où on échange beaucoup et enfin si bien sûr ça arrive, mais je pense qu'il faut avoir une famille sacrément ouverte et même en France, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui utilisent les médias, que ce soit la télé, que ce soit les tablettes, YouTube, Oui, pour avoir du temps quoi, pour lâcher leurs enfants pour qu'ils aient eux-mêmes la paix et pas forcément revenir sur les contenus qui ont été vus, etc. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là parce que les mangas qu'on cite, enfin tu vois, j'ai cité Hunter, mais on peut parler du Yu Hakusho aussi s'il faut, on peut parler de City Hunter aussi s'il faut. Et c'est-à-dire qu'à l'époque, ça a fait tiquer personne. Les parents, les associations, enfin ça a pas fait tiquer grand monde. L'école emportée. L'école emportée, c'est ça aussi, c'est celui-ci De Malraux. mais c'était avec ceux qui se baladaient à moitié tout nus, etc.
Ah non, ça c'est l'école. Non, l'école emportée. L'école impudique. Ouais. L'école impudique, je me disais bien. L'école emportée, c'est Kazuo. C'est ça. Pardon. L'école impudique, c'était le seul. En fait, ils mettaient des profs qui étaient complètement débiles et ainsi de suite. Oui, en fait, ça avait provoqué. C'était plus vis-à-vis justement de l'institution qu'était l'école, parce qu'ils voulaient pas que les enfants reproduisent certains comportements ou des profs qui étaient dedans, parce qu'il y avait les profs qui étaient complètement débiles, ils faisaient n'importe quoi. C'est vrai qu'après, pour les enfants adoraient ça. C'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Julie, c'est que là, on est 7 à 15 ans, donc on est vraiment sur les premières lectures des enfants, indépendantes. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur les parents qui lisent quelque chose avec leur gamin. C'est-à-dire qu'on laisse dans les mains de l'enfant un truc à lire, et après c'est à lui de se faire son... Alors après oui, effectivement, selon le dialogue dans les familles, on peut dire il va avoir un retour ou quoi, mais là on est vraiment sur de la lecture qu'on laisse aux enfants et on les laisse se débrouiller avec ça, quoi. J'étais pas en train de parler de dialogue à l'époque, je disais là, maintenant, à l'heure actuelle, s'il doit faire lire à un gosse, maintenant on peut en parler, il y a une possibilité d'en parler, il y a la connaissance en tout cas, c'est pas de la lecture que tu vas faire avec lui, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il va lire tout seul. Dans l'application de ce grand principe, je vous le relis, le lectorat cible se compose d'enfants de 7 à 15 ans. C'est déjà une grosse fourchette, quoi. Voilà, c'est une grosse fourchette, et on compose aussi son magazine. Ouais. Avec des titres un petit peu plus pour les 7 ans et un petit peu plus pour les 15 ans. Et de toute façon, je pense qu'à l'époque, il y avait aussi eu à peu près la même chose qui s'est passé en France, c'est-à-dire que les mangas sont sortis. J'imagine les parents japonais qui se disent c'est de la bande dessinée, c'est pour enfants. Qu'est-ce qu'on va aller vérifier ce qu'ils lisent, tu vois? C'est possible. C'est ce qui s'est passé en un France peu, pendant comme un moment, ma mère qui m'a acheté les VHS de South Park sans se rendre compte qu'elle m'a acheté en fait, quoi. Ouais, non, mais parce que alors déjà moi je me souviens avoir eu des magazines manga, mais beaucoup. Enfin là clairement c'était plus pour enfants, quoi. C'était pas c'était beaucoup plus épuré, beaucoup plus enfantin, donc voilà, et donc ça existe, c'est une tranche qui existe également, et ou qui a été créée après, on ne sait pas. Et par contre, pour revenir à qu'est-ce qui est choquant, parce que là pour l'instant on parle surtout des titres qui ont à faire avec la représentation de la violence, mais moi ce qui m'a toujours plutôt questionné, c'est plutôt la représentation des comportements hommes-femmes et de tout ce qui a tu vois autour de la féminité ou de la sexualité, parce que bon, c'est toujours caricatural, et sinon c'est un truc qui n'existe pas, qui est idéalisé, fantasmé, voilà. Donc c'est ça qui est aussi un peu mais c'est un truc questionnant, qu'en tant que jeune fille, jeune fille qui lisait, non mais qu'en tant que jeune fille tu t'en rendais compte à l'époque, quoi, parce que oui, parce que tu te retrouves pas, tu es forcément tu lis tu veux t'assimiler, t'identifier, t'es forcément confronté à un modèle masculin, et généralement les filles on parle du Weekly Shonen Jump, je redonne le truc, le lectorat cible se compose d'enfants de 7 à 15 ans. Je pense qu'en version originale, se compose de jeunes garçons de 7 à 15 ans. Ouais. Et ce qu'ils n'ont pas anticipé, c'est que les filles allaient lire le Shonen Jump. Ça, je pense qu'ils s'y attendaient pas. Bah oui. Hey. Mais qu'est-ce qu'elles font là, au secours. Ce qu'il y avait aussi de sympa, Julie, c'est que ils étaient toujours dans la tendance. Mais toujours en train de savoir quelles étaient les dernières modes. Mais oui, alors parce que on a parlé donc des sondages. Il faut convaincre aussi ces gamins. Et moi j'ai adoré le passage où il dit, où Monsieur, comment il s'appelle, Hiroki Goto. Ouais, dit par exemple que à chaque fois ils avaient une mission. Les éditeurs avaient une mission, c'est de savoir qu'est-ce que les enfants avaient dans leur poche. Et on se dit mais qu'est-ce qu'on a à foutre. Et en fait non. À part des mouchoirs crades. Et oui, c'est leur jouet, leur argent de poche, leur plat préféré, et c'est génial parce qu'il dit mais comme ça t'as des indications sur l'argent de poche et donc leur niveau de vie, et aussi pareil par rapport à l'évolution des mœurs autour des repas. Il dit on est passé à des trucs de pauvres à des trucs vachement plus élaborés au fil des années, donc on se rendait compte que le niveau de vie avait vraiment augmenté, quoi, et c'est super intéressant. Puis on en revient au point 1, quoi. C'est marrant comment c'est marrant comment ces enquêtes de savoir que désormais tous les petits enfants adorent le curry. Du coup on fait ok, donc ça c'est du coup on va faire un manga sur le curry. Non bon. Oh, pas loin. Mais en même temps, c'est marrant, et c'est un truc qu'on retrouve énormément.
comme on va dire technique narrative qu'il y a dans les mangas, c'est que la plupart des héros, ils ont des styles de vie qui sont quand même très proches des collégiens, des lycéens, et par ça ils passent par des étapes qu'on retrouve dans plein de mangas, la fête de l'école, le nouvel an, la sortie à la plage. Et nous, lecteurs français, on s'est jamais retrouvé là-dedans, hein. La sortie à la plage et tout ça. C'est un truc au niveau occidental, la littérature young adulte ou jeunesse, c'est beaucoup emparé, c'est-à-dire que proposer aux lecteurs des héros qui leur ressemblent, qui ont leur âge et tout, et on en avait déjà parlé aussi ici, mais à qui il peut vraiment ce parallèle entre il peut arriver des histoires extraordinaires, mais qui sont quand même proches du lecteur, et l'identification elle est maximale. Et moi je trouve ça encore assez ouf quand c'est des lycées, des histoires qui prennent même pas place dans des collèges ou des lycées, tu vois, qui sont des trucs de fantasy pure ou des trucs de SF pure, et ils arrivent quand même à te caler un petit élément, une espèce de structure, la fête de Noël. C'est quand même l'école un peu. Ouais, c'est ça, c'est genre. Et je pense que même à travers le manga, c'est à travers ce média, je pense que où j'ai vu le plus d'évolution de la société. Typiquement, je pense que pour les Japonais, tu vois, voir l'apparition du KFC ou de McDo dans des mangas, ça devait être un petit peu bizarre, tu vois. Moi, ça me rappelle quand la première fois que j'ai lu Dreamland, et que dans Dreamland, dans le tome 1, ils vont manger des Grecs. Et là, c'est le premier manga de ma vie où les mecs ils font comme moi, tu vois, ils vont manger des Grecs, ils vont pas manger un curry. Et je pense que c'est une des clés du succès du Jump. C'est sûr. Bah oui. C'est-à-dire que des fois ils ont un peu de retard. Quand je vois dans Boruto comment ils jouaient aux jeux vidéo, je pense qu'il y avait un petit retard. Rétro gaming. Ouais, on était pas sur la Switch encore, mais pas loin. Mais sur les réseaux sociaux, ils ont encore un petit peu de retard aussi. Quand tu vois l'application des réseaux sociaux qu'ils font dans les mangas, tu sens qu'il y a encore un petit décalage, mais je pense que c'est un truc plus culturel que temporel, tu vois. Là, je sais pas, des fois effectivement ils peuvent se tromper. Julie, pardon. Non, mais moi, enfin, tout ça participe au fait qu'il y a vraiment une volonté pour ce magazine d'être vraiment présent dans le paysage socio-économique du pays. Enfin, et donc on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une industrie et il l'assume complètement. Donc et les enfants en plus sont heureux. Ouais. Et alors, en fait, c'est flippant quand même. Tu dis, le mec, il essaye de savoir ce que ton enfant mange, ce qu'il veut acheter, qu'est-ce qu'il veut avoir pour Noël, etc. C'est ce que tous les publicitaires font. Oui, en fait, exactement. Mais par contre, c'est ce que Facebook fait. Quand tu pars du principe de l'enfant, tu vois, tu dis mais c'est hyper flatteur. Il y a des gens qui s'intéressent à moi, à ma vie, alors que j'ai rien. Et là, c'est officiel. Alors qu'aujourd'hui, on s'intéresse à eux, mais on leur dit pas. Ouais. Ça correspond au générique du Club Dorothée où tu cherchais ton nom à la fin, tu vois. Ils m'ont repéré, les mecs, ils m'ont repéré, tu vois. Robin. Bah, ce qui est flippant, c'est de se dire, comme disait Julie, c'est que les magazines ou les publicitaires connaissent mieux ton enfant que toi, si tes parents, tu vois, c'est un peu flippant. Après, moi, la question que je me posais, c'est vraiment, on disait de 7 à 15 ans, je me pose la question si c'est encore vraiment le cas aujourd'hui. Est-ce que le Shonen Jump, il est encore vraiment lu majoritairement par des gamins de 7 à 15 ans? Parce que je pense à tous les gamins qui ont grandi en lisant le Shonen Jump, qui ont découvert plein d'œuvres. Nous, alors on n'a pas lu le Shonen Jump, mais on a découvert les œuvres qui en sont issues, type Hunter et compagnie. Aujourd'hui, on lit toujours ces Fly. Oui, merci de l'avoir appelé Fly. On lit toujours ces œuvres en sachant que, alors que maintenant, voilà, on est adulte. Je dirais pas notre âge parce que voilà, mais on peut le dire. Attends. Mais du coup, c'est vrai que maintenant, je me dis, ça me paraît parce que là, le Shonen Jump, on est vraiment sur le manga mass média, tu vois, genre le manga vraiment, tu vois, blockbuster, mainstream, le gros blockbuster. Qui est lu par le monde entier. Donc est-ce que 7 à 15 ans c'est encore l'âge Je vais répondre à ta question. Qui est le cœur de cible, tu vois. Deux façons. Je pense que c'est toujours le cœur de cible. Ouais. Je pense que même au milieu des années 90, quand ils ont atteint des millions et des millions d'exemplaires vendus, je pense que là ça dépassait totalement le cœur de cible. Eux-mêmes étaient dépassés, mais de toute façon ça marchait et quoi qu'ils faisaient ça fonctionnait. La win. C'est ça. La win. Je pense qu'il y a eu à la fin de Naruto, il y a eu un moment de... Il y a eu un bloc, tu sais, il y a quelques temps avant que My Hero Academia arrive. Ils ont stressé, c'est vrai qu'il y a eu un gros moment de stress. Gap, quoi. Je pense que là, ils avaient perdu, justement. Je pense qu'ils étaient un petit peu paumés. Je pense qu'il y a eu plein de mangas et ils ont peut-être voulu diversifier. Et je pense que c'est en revenant sur ce cœur de cible, avec des My Hero Academia ou des Dr. Stone, qui sont revenus, à mon avis, qui reprennent un petit peu le dessus. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Max parce que même s'ils ont élargi leur lectorat
jusqu'à des occidentaux de plus de 30 ans, c'est-à-dire nous. C'est une très bonne chose. J'ai pas dit notre âge. Oui, bah, je peux avoir 70 ou 31, tu vois, voilà, c'est entre les deux. Mais par contre, dans tous les cas, je pense que leur but, et c'est même pas leur but, c'est l'idée la plus logique, c'est d'engranger le plus de jeunes personnes, histoire de leur créer des souvenirs, histoire que après, plus tard, même si t'as arrêté d'en lire, bah, tu t'en souviens. Mais l'idée, c'est tu toujours... les donneras à tes enfants. Non, mais c'est toujours de récupérer aux plus jeunes. Pour moi, c'est ce que font les marchands de jouets, c'est ce que font... Alors, je suis pas en train de dire que c'est le démon, hein, l'industrie du manga, mais forcément, qu'est-ce que tu vas aller essayer de draguer du lectorat qui a, bah, comme nous, tu vois, du lectorat de 30 piges, tu vois, à quoi ça va leur servir? On a plus d'argent, très bien, mais on est beaucoup plus difficile aussi que des enfants qui ont 7 ans et qui limite que nos enfants qui auraient 7 ans. Nos enfants qui auraient 7 ans ou qui ont 7 ans et qui sont moins difficiles, il faut qu'on leur achète que des trucs Fortnite, tu vois. Mais en même temps, quelque part, je trouve ça aussi intéressant parce que je trouve que le Jump, il s'est aussi adapté à ça. Et alors, si la cible du lectorat elle reste toujours, on va dire, en 7 ans, allez, moi je vais dire 7-10 ans, tu vois, je vais dire en cible pure, je vais dire 7-10 ans, mais je trouve que les récits, ils ont quand même pris en maturité dans les nouvelles séries qui ont démarré. Je pense à Assassination Classroom, je pense à Dr. Stone, c'est des séries qui ont quand même un background qui est dur. Enfin, pour Assassination Classroom, l'idée c'est de tuer quand même. Ouais, c'est quand même un cours pour apprendre à tuer son professeur. Et Dr. Stone, c'est vrai que même si c'est pas aussi dur, c'est pas aussi dramatique l'objectif des héros. En tout cas, c'est l'objectif du méchant est dur. Oui, l'objectif du méchant est dur, mais je veux dire, choisir qui doit vivre et qui ce qui est surtout compliqué pour des jeunes dans Dr. Stone, c'est tous les concepts que tu dois assimiler, c'est-à-dire la science, les inventions, machin. Enfin, tu vois, genre à 7-10 ans. Ouais, ils ont des têtes rigolotes et ça passe. Et même, disons qu'il y a eu le turning point du Battle Royale, quoi. Dans les années 90, c'était le pouvoir aux ados, parce que là nous on est parti du principe qu'il y avait 7-10 ans, ok, mais non, maintenant la vraie cible c'est, allez, on va dire 15-17 quoi. Et je suis pas sûr que le Jump ça soit 15-17. Peut-être pas sur le Jump, effectivement, mais pour l'industrie du manga il y a cette mais par contre je suis complètement d'accord, peut-être sur l'animé, ouais. Je suis complètement d'accord qu'il y a eu typiquement, on va prendre Battle Royale comme cible, mais je suis complètement d'accord que ces séries, ce genre de séries qui étaient des seinen complètement, pas des shonen, ont inspiré pareil, typiquement un récit comme Promise Neverland, que je trouve c'est de l'horreur pour bébé pour moi, tu vois, Promise Neverland, mais en même temps c'est c'est un peu horreur, mais c'est vraiment pour bébé quoi. Mais on est sur des récits plus matures, mais sur lequel on va apposer un pelliculage avec les 3 valeurs qu'on a citées avant, courage, effort, d'ailleurs ne ratez pas dans quelques semaines notre émission sur Promise Neverland. Sur le point numéro 2, Robin, le mot de la fin. Non, moi ce qui me fait marrer c'est enfin après moi je reste bloqué sur le fait que de 7 à 15 ans, enfin surtout 7 ans en fait, moi c'est surtout la tranche basse de l'âge où je me dis c'est vraiment très très jeune. 7 ans c'est limite tu viens à peine d'apprendre à lire quoi. À 7 ans c'est vraiment tu commences à lire tes trucs par toi-même et je trouve qu'il y a vraiment un truc dans les œuvres que propose le Jump, un décalage entre l'idée qu'on peut se faire d'un gamin à cet âge et le propos et les enjeux dramatiques qui vont avec les œuvres qui leur sont proposées, tu vois. Comment ça ? Je compare par exemple le genre d'œuvres qui sont proposées dans la BD chez dans d'autres cultures, typiquement la nôtre ou aux États-Unis, dans la BD européenne ou dans la BD américaine, et là je pense particulièrement à Disney et les productions Disney, surtout les standard characters, tu vois, tout ce qui est Picsou, Mickey et compagnie. C'est pas du tout les mêmes enjeux dramatiques quoi. Genre Disney c'est enfin la mort n'existe pas, le sexe n'existe pas, l'amour la violence n'existe pas, genre c'est vraiment on n'a pas du tout les mêmes on n'envisage pas du tout les mêmes enjeux en fait quoi. Et c'est marrant en fait et ils sont jamais père-fils, ils sont toujours cousins. Non voilà oui, alors oui ça c'est un truc qui est très particulier à Donaldville, et tout le monde est oncle et neveu, tu vois, il y a pas de papa, genre pas de la relation sexuelle et la manif pour tous, servez-vous les gars. La procréation n'existe pas en fait chez Disney, c'est bon ça c'est un exemple, mais c'est par clonage. Mais en tout cas c'est vrai que je trouve que il y a vraiment une vision différente de qu'est-ce qu'on va dire aux enfants et qu'est-ce qu'on va leur montrer, qui est plus mature au final, et quelque part voilà c'est vachement plus mature, donc mais peut-être que c'est lié justement au fait qu'on demande aux enfants leur avis quoi, alors que peut-être que justement les Américains ou les Européens le font pas quoi. Non, ils récupèrent leur avis sans qu'ils le sachent. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est un peu différent pour les Américains. Point numéro 3, le magazine contient exclusivement des mangas.
Bon, ce point était relativement simple. Ouais, on va dire s'il veut. Le magazine, non mais en fait c'est assez simple, c'est-à-dire que à l'époque il y avait d'autres magazines, depuis longtemps, les magazines comme ça pour enfants ont commencé vers la fin du 19e siècle au Japon, mais il y avait des romans, il y avait des histoires, il y avait des photos de filles dans les magazines pour garçons, pour jeunes garçons. Certains ont encore des couvertures avec des jeunes filles en maillot de bain et ainsi de suite. Qui sont collés. Qui sont... Bah non, c'est les couvertures. Ah oui, c'est les couvertures, pardon. Je parlais pas. Non, il y en a dedans aussi. Et il y en a dedans aussi, effectivement. J'ai cru qu'il faisait une blague dégueulasse. Oui, c'était dégueulasse, c'était tout à fait dégueulasse. Et il n'y avait pas forcément que des mangas. Maintenant, il y a... Enfin, à partir de 68, dans le Weekly Shonen Jump, et encore aujourd'hui, il y a que des mangas. Bah, c'est vrai que pour le coup, là, je vais encore comparer la presse européenne ou américaine, mais c'est vrai que nous, Picsou Magazine ou Tintin ou Spirou, c'est pas là du tout la même vision pour les enfants. Il y avait d'autres trucs dedans. Bah oui, on mélange, il y a de l'actu, il y a des jeux, il y a des c'est vrai qu'on a toujours tendance à mettre de la petite actu. Il y a le courrier des lecteurs, moi après il y a ça aussi dans le Jump, mais tu vois, on varie plus les genres et alors peut-être que c'est une erreur de la part, enfin en fait, je sais pas, c'est peut-être un truc culturel, mais et peut-être que c'est là où le Shonen Jump a été novateur, c'est de dire en fait, nous, on va se spécialiser dans un truc à tous les niveaux. C'est-à-dire que non seulement on va proposer les meilleurs mangas possibles pour notre cœur de cible, mais non seulement on va faire que ça. Donc du coup, ils vont être et s'ils veulent lire autre chose, ils prennent un autre magazine, voilà. Mais pas celui-ci. Je fais un petit aparté d'ailleurs sur la lecture des magazines de prépublication, notamment du Shonen Jump au Japon. C'est un magazine qui se passe de main en main en fait. On les jette, on ne les garde pas. Nous, on a tendance à les garder parce qu'on les paye 15 € en France, mais ça ne se garde pas. À Tokyo, dans le métro, tu peux en trouver des tous. C'est comme nous. Oui, laissé comme le 20 minutes, quoi. Voilà, comme le 20 minutes en France pour ceux qui prennent les transports en commun. Il est épais le 20 minutes, hein. Mais sauf que c'est un 20 minutes très épais qui est au-dessus de la tête dans le métro à Tokyo, à Osaka aussi, ceci dit, dans différentes villes. Alors, pas dans tous les villages, forcément. Non. Mais voilà, c'est juste que la lecture est très différente de nous et la valeur qu'on a. Ça n'a rien à voir avec un magazine jeunesse, un shonen mag et ainsi de suite. En plus, faut voir la qualité du papier, de l'impression. C'est pas fait pour durer. Hein. C'est vraiment. Il y a que les collectionneurs qui essayent de garder à tout prix leur numéro. Mais les Tintins aussi, ceci dit. Maintenant, il n'y a plus que les collectionneurs qui sont dessus. Et les pilotes aussi. Il y a eu l'arrivée du jeu vidéo qui a bouleversé aussi pas mal de choses dans le Shonen Jump. Puisque dans le bouquin, Hiroki Goto explique cette chose très simple, c'est que la Nintendo a volé du temps. Bah oui. Elle a volé du temps aux enfants. Mais c'est basique, mais c'est le combat actuel. C'est comme le temps d'attention, c'est à l'heure actuelle ce que toutes les entreprises recherchent. C'est ton bien le plus précieux. Ton temps. On est en train de perdre Cagnard. Mais trop de piment, de poivre, pardon. Il a plus le temps. Et l'arrivée du jeu vidéo les a poussés à faire une chose. Déjà à sortir Fly. Forcément, parce que Dragon Quest. Donc c'est plutôt une bonne chose. Merci les gars. Et surtout, ils se sont dit, ok, il faut qu'on parle d'une façon ou d'une autre de jeux vidéo dans le magazine. Mais ils voulaient pas déroger à ce point. Le magazine contient exclusivement des mangas. Donc en fait, ils ont fait une petite insertion en page couleur dans le magazine. Un cahier, un espèce de petit cahier détachable où là ça parle de magazine comme ça. Le point est respecté mais en même temps il rattrape le. Mais du coup ça revient au point on écoute ce que les jeunes enfin tu vois, on est attentif à ce que les jeunes aiment, quoi, parce qu'a priori le jeu vidéo ça devient important pour eux, donc si on veut continuer à les attirer dans notre magazine, il faut bien leur parler. Que le jeu vidéo remplit les trois oui, les amitiés, oui, évidemment. Amitié peut-être pas. Les deux autres alors. Bah si, parce que effort je sais pas non plus. Non mais si, effort, parce que quand tu galères contre un boss, tu continues et tu fais des efforts jusqu'à que tu réussisses à le battre. En fait dans les jeux vidéo enfin ça dépend quel jeu vidéo tu joues, mais il y a toujours des jeux où il y a des scénarios qui sont faits pour que tu aies besoin de te faire des amis dans le jeu. Enfin en fait il y a des structures qui sont proches des shonen même dans le jeu aussi, tu vois, de toute façon. Cagnard, tu voulais poser une question? Ouais, je me demandais pourquoi il y a jamais eu de tentative du côté de la littérature
de la littérature jeunesse, je parle pas de littérature très adulte, mais pourquoi il n'y a jamais eu de tentative de ce côté-là, surtout avec l'émergence qu'il y a eu des light novels. Pourquoi il n'y a pas eu de tentative complètement avouée, sachant que là à l'heure actuelle il y a beaucoup de mangas qui sont adaptés de light novel aussi. Je me suis demandé pourquoi il n'y a pas eu une petite tempête de cerveau quoi entre je vais te répondre en plusieurs points encore une fois. Je pensais que tu allais me répondre en slam. Non, je vais te répondre en plusieurs points. Il y avait avant. Et quand ils ont créé le Jump, ils ont fait mais nous on veut pas faire ça. Nous on veut pas. Nous on veut pas. Donc trop déjà, intellectuel. Ce qui a fait ce point numéro 3, le magazine ne tient exclusivement ne contient que des mangas. Et ensuite les light novels, les romans, les romans faciles à lire, eux ils étaient en avance, ils étaient déjà sur téléphone portable. Alors que même nous, on avait à peine internet, eux ils avaient déjà des téléphones portables avec des romans qu'on pouvait lire dessus. Oui, donc aucune utilité de l'avoir dans un magazine papier. Bah non, ils allaient trop vite. Ouais. Et puis il y a des magazines qui sont installés depuis longtemps au Japon qui ne contiennent que la littérature. Que la littérature. D'accord. La littérature légère ou de la vraie littérature. Mais littérature tout court. Bah imagine le Goncourt Magazine quoi. Qui sort tous les mois. Putain, dans une société alternative qu'on appellera B', oui, j'imagine que le Shonen Jump est. Non, mais au Japon, il y a vraiment une sorte de Goncourt magazine, quoi. Ouais, non, mais c'est pas un Goncourt magazine. Non, mais. Si, ça y ressemble beaucoup. Mais c'est dans l'idée, quoi. Alors, point numéro 4. S'efforcer de publier et de faire évoluer de nouveaux auteurs. C'est beau, ça, non? Bah pour moi ça devrait limite être le premier le premier truc quoi, surtout quand t'es dans une industrie culturelle où tu dois développer des nouveaux univers et tout, des machins. En plus j'ai un truc, bon moi c'est très personnel, mais j'ai l'impression vraiment, par exemple dans la BD franco-belge c'est absolument pas respecté. On met à mal en fait les nouveaux auteurs, on cherche toujours des auteurs bankable, donc on leur permet pas de s'exprimer parce qu'en fait on fait que toujours renouveler avec des auteurs bankable et compagnie. Et je trouve qu'effectivement dans le Shonen Jump on a plus ce cas de figure de putain c'est une nouvelle série et putain ça cartonne, genre Promise Neverland, personne sait qui sont les auteurs, tu vois, et un nouveau truc qui arrive, ça cartonne et tu te dis en fait ça cartonne parce que le Jump a décidé que ça allait cartonner quoi, et ils ont mis les moyens en œuvre pour que ça marche, et ils ont la main mise sur leurs auteurs, et ils ont la main mise, et là on retrouve ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on retrouve le fait d'être une industrie plus que un mécène, parce qu'en fait les éditeurs japonais sont pas des mécènes, c'est des industriels, et là on est vraiment sur un truc qui s'apparente à la recherche et développement quoi. Dans une boîte c'est hyper important d'investir dans la recherche et développre, c'est même le point principal si tu veux être concurrentiel sur un truc où c'est ce qu'ils demandent à tous leurs éditeurs quoi. Après voilà, moi c'est peut-être parce que j'ai fait des études de commerce et je suis un gros connard d'école de commerce, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment un truc révélateur du fait que les Japonais ont compris qu'ils sont dans une industrie, ils sont pas dans le mécénat quoi. Et c'est même un leitmotiv qui est donné, ils s'imposent à leurs éditeurs de chacun déjà avoir toujours des jeunes. Bah oui. Et de répondre à tout le monde en plus. Ouais. Et c'est surtout ils laissent. T'imagines si les éditeurs français en BD devaient répondre à chaque manuscrit. Mais c'est surtout que non seulement il y a ça, et il y a surtout le fait qu'ils laissent la place et le temps aux jeunes auteurs dont ils ont la charge, constaté un potentiel. De le développer quoi. C'est-à-dire que par exemple Promise Neverland ils ont laissé les auteurs bosser plusieurs le scénario il était là depuis 300. Enfin voilà, ils ont laissé les auteurs bosser des années sur le scénar et sur le développement des personnages. C'est vraiment de la recherche et développement. Là on est vraiment sur un truc industriel, c'est-à-dire que on prend des auteurs, on a bien constaté qu'ils avaient du potentiel et on leur laisse le temps de développer un truc qui va fonctionner quoi. Je pense que quelque part, quand t'es éditeur français, tu vois le manga arriver, on te dit c'est dans des magazines de prépublication qui sortent toutes les semaines, tous les mois, dont tout le monde se fout après les avoir lus quoi. Et tu dis ah ouais c'est la chaîne, l'usine machin. Et puis après tu te rends compte que non, il y a un travail de longue haleine. Quand tu t'aperçois que chaque éditeur est en charge de coacher, parce que c'est ça le mot, de cornaquer une équipe, parce qu'il n'a pas souvent un seul auteur, et ils en ont quand même quelques-uns dans leur portefeuille, et que donc tous les mois ou toutes les semaines ils doivent aller cravacher pour récupérer leur planche, ou bien rectifier le tir en leur disant ah non ça va pas marcher, ah non là on va se faire jeter du magazine, etc. Donc c'est un travail de fou mais quoi. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a à la fois ce truc de flux tendu de demander aux auteurs de cravacher et tout, mais
à la fois en amont, on leur laisse le temps de développer. Le plus bel exemple, c'est Akira Toriyama. Ouais. Puisqu'avant de faire Dr. Slump, ça ratait, ça marchait pas, et ils l'ont gardé, ils l'ont accompagné jusqu'à ce qu'il fasse Dr. Slump, et là, puis ensuite Dragon Ball. Enfin là, je pense qu'on pouvait pas miser mieux, quoi. Moi, je suis assez d'accord avec Robin, et pourtant, j'ai pas fait d'école de commerce, mais j'ai grandi dans la rue, et du coup. T'as appris le commerce dans la rue. Mais en fait, les mecs, ils ont un peu. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire, on va dire, quand t'es une entreprise? C'est d'être au sommet. Et quand t'es au sommet, tu te fais dépasser. Eux, ils ont créé leur propre concurrence, en fait. Ils sont partis du principe que, en fait, regarde, depuis l'époque, à l'époque, on cherchait un descendant à Dragon Ball. Après, il y a eu quoi? Un descendant à One Piece. Après, un descendant à Naruto. Le prochain, ça va être un descendant à My Hero. Un descendant à... En fait, ils créent eux-mêmes leur propre concurrence. Ce qui fait qu'en soi, les mecs, ils ont déjà tout gagné, en fait. Parce que ils mettent sûrement en opposition des auteurs de leur même maison d'édition, sans forcément qu'il y ait une confrontation directe ou autre, même si elle l'est dans un magazine. Au final, elle l'est. Mais en fait, ils ont tué la concurrence. Vu qu'elle n'existe pas, la concurrence existe au sein même de leur magazine. J'avoue qu'a priori, de ce point de vue-là, ils ont, rien qu'à partir du moment où on n'arrête pas de se demander qui est le descendant du Jump, et on se demande jamais qui est le descendant d'une série d'un autre magazine, pour moi, déjà, tout est dit. C'est eux qui font l'alpha et l'oméga, quoi. Je suis d'accord avec vous, et en même temps, il y a un truc qui me chafouine. Toi, t'es chafouiné. J'utilise le mot chafouin. Ok, c'est un bon moyen de se renouveler. Ok, c'est un bon moyen de trouver des nouvelles perles. Mais c'est usant, non, pour l'éditeur et pour l'auteur. Enfin, surtout pour l'auteur, en fait. C'est usant, tu le mets sous pression tout le temps. Le mec, il est sur les nerfs. Attention, tu peux te faire dépasser par un petit jeune. Mec, t'as déjà 41 ans, tu sais pas ce qui peut arriver maintenant. Comment tu construis ta vie? Comment tu raisonnes normalement? Tu t'appelles Akira Toriyama. Ouais, mais lui, il a eu la chance parce qu'il a des royalties qui tombent. Oui. Mais ils ont pas tous des royalties qui tombent, tu vois. Mais en fait, c'est affreux parce que maintenant, ça me fait penser à un cas qui est cité dans le livre d'un auteur qui a vraiment pris cher au niveau de sa santé, etc. Mais ils prennent tous très cher, mais c'est pas une sorte de politique inverse à ce qu'on appelle une politique d'auteur. Pour le coup, c'est le revers de la médaille d'être à fond dans une démarche industrielle. C'est-à-dire que quand tu développes un produit en tant qu'entreprise, il marche jusqu'à ce qu'il marche plus, et puis quand il marche plus, il est remplacé par un autre produit. C'est pour ça que encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, c'est que les Japonais, ils ont fait en tout cas le Shonen Jump, ils ont fait le choix, c'est assumé de leur part, tu vois, de se dire on est une industrie culturelle, certes, mais on est une industrie. Mais derrière, il y a quand même un ou deux auteurs, quand même. Du coup, il y a des auteurs, il y a de l'humain, et c'est super chaud, mais après, tu peux aussi rebondir, tu vois. Enfin, l'auteur, tu peux très bien le faire rebondir sur un truc, tu te dis, voilà. En fait, si tu voulais vraiment avoir un truc proche de l'humain, t'as fonctionné. T'aurais pas pris ce mode de publication si tu voulais vraiment les mecs. Exactement, si tu voulais vraiment être un artiste, quelque part, t'es pas publié dans le Shonen Jump, parce que là, les règles du jeu t'ont été annoncées au départ, quoi. Non, mais bien sûr, je suis d'accord qu'ils connaissent les règles du jeu, mais c'est dur quand même. On use quand même des auteurs. Oui. Parce qu'on connaît tous des auteurs qui ont fait un manga qui a bien marché, tu sais, qui a fait 25 tomes. Et qui était super bien. Mais je pense que financièrement, ils s'en sortent pas trop mal non plus. Je suis pas certain, tu vois. Je pense qu'ils font de la pub ou d'autres petits travaux à côté, Julie. Non, mais en fait, excuse-moi, je voulais pas te couper tout à l'heure, mais c'est quand même paradoxal parce que ça va complètement à l'encontre des notions qui sont véhiculées. Amitié fort victoire. Amitié fort victoire. L'amitié, c'est-à-dire que il y a l'équipe édito et l'auteur. Voilà. Tu vois, il y a une sorte d'amitié. L'effort, il y est. L'effort. Ils font ses planches chaque semaine, et puis la victoire, t'as pas le choix. Parce que sinon, t'as plus de travail. Puis c'est juste faites ce que je dis, parce que je fais, tu vois. Pardon. Passons au numéro 5, établir un contrat d'exclusivité avec les mangaka publiés dans le Shonen Jump. Ça, c'est sécurisant pour l'auteur. Attention. Enfin, c'est sécurisant et c'est un peu dur à la fois. C'est-à-dire que quand il parle d'un contrat d'exclusivité, il a une petite rente. Alors pas toujours très grosse, c'est selon s'il est publié ou pas, mais il a une petite rente quand même par rapport à ce contrat. Mais en même temps, il peut rien faire d'autre. Après, pas dans le manga en tout cas. Et puis de toute façon, vu les conditions qu'on lui impose, il peut pas tellement faire autre chose, quoi. Il a pas le temps de faire autre chose. Donc, si tu veux, les contrats d'exclusivité, il est par défaut, quoi. C'est-à-dire que oui, si t'es engagé sur une série sur le Shonen Jump, je pense que de toute façon, t'as pas vraiment le temps de faire autre chose dans ta vie, quoi. Oui, c'est clair. En même temps, c'est-à-dire que devenir
auteur à succès du Jump, c'est un but en soi. Enfin, tu vois, de la manière dont Bakuman est présenté, c'est un but en soi, c'est une fin, c'est même pas un but, c'est une fin en soi, genre ça y est, maintenant je suis publié. C'est comme si maintenant je disais voilà, j'ai fait mon casse et je me retrouve à Mexico, tu vois, personne me retrouvera. Mais c'est qu'en fait, une fois que t'es arrivé là, je pense qu'une fois que t'es devenu un auteur star, et en même temps, ça le prouve pour pas mal d'auteurs du Jump, une fois qu'ils ont réussi avec une série, bah peut-être qu'ils ont pas trop besoin de. Je sais pas, parce que quand tu regardes ce qu'ils gagnent, donc il y a une petite rente quand t'es sous contrat avec le Jump, t'es payé aussi pour la pré-publication, et ensuite il lâche Hiroki Goto dans le livre, il lâche ce qui est payé un mangaka. Ouais. En gros, quand on convertit tout ça, si son tome 1 sort en tant qu'Obon, déjà faut que ça arrive jusque-là, en volume relié. Ouais. S'il est publié et imprimé à plus de 100 000 exemplaires, faut le faire quand même. Il touche 20 000 euros. Avec ces 20 000 euros, il doit payer ses assistants qui travaillent déjà depuis un an ou depuis plusieurs mois. Il doit payer ses assistants, payer son atelier, payer son matériel. Payer son matériel parce que le papier, les tablettes, l'encre et maintenant il y a les tablettes. Mais ça a un coût. C'est pas. Moi, je conseillerais pas à mon enfant de faire un mangaka. Ah bah personne, hein. Mais ce dont il ne parle pas, c'est si ta série marche, qu'est-ce qui se passe? Il y a des produits dérivés. Monnaie. Bah oui. Évidemment. Et il y a l'animation qui peut également jouer beaucoup sur les résultats. Robin, tu réagissais sur le pourcentage, c'était quoi? Bah, c'est 10%, c'est ça 10%. Sur un tankobon, ils sont. C'est pas mal quand même. Ouais, mais du coup, vu qu'ils ont plein d'assistants à payer, c'est vrai que nous, par rapport en France, par exemple, le modèle c'est plutôt 8% pour un auteur lambda, on va dire. Ce qui paraît plus faible, mais en fait, en général, le 8% sur un contrat d'édition français, il est en général divisé entre le scénariste et le dessinateur. Donc en gros, on va dire, ils touchent 4% chacun. Oui, c'est-à-dire que là, effectivement, on parle même des 20 000 euros. Imaginez que si vous êtes deux sur le manga. Ouais. Voilà. Sauf que sur un manga, il a des assistants, il en a plein, quoi. Et il n'y a jamais de cas de figure où c'est l'éditeur qui fournit des assistants et qui finance des assistants non. Comme des salariés. Non. À des auteurs, tu vois. Il l'aide à les trouver. Comme des studios, tu vois, genre. Il l'aide à trouver les assistants, il peut proposer des noms. Mais c'est sur le frais, sur le forfait de l'auteur. Je sais que par exemple chez Square Enix, ils ont tendance à travailler chez eux. Les assistants sont chez eux, l'auteur est chez lui, et ils travaillent à distance. D'accord. Ils s'envoient, enfin ça c'est en cas de travail numérique. Mais en revanche, la rémunération des assistants est sur le compte est ponctionnée de la rémunération de l'auteur, quoi. De ce que j'en connais, oui. Ouais. Bon après voilà. Oui, mais parce que attends, les loyers à Tokyo c'est cher. Tu peux pas mettre 4 personnes là à travailler. Ils habitent pas tous à Tokyo en plus. Ouais, en plus. Non mais cette partie elle était intéressante du bouquin parce que ça expliquait vraiment que en fait, une fois que tu commences à être publié, c'est là que les emmerdes commencent pour de vrai. C'est que tu deviens chef d'entreprise, il faut gérer tes. Ouais, puis t'as intérêt à être bon en plus. Et t'as intérêt à être bon. Ouais. Et t'as la pression des autres. Julie, tu voulais parler d'un cas particulier, toi? Oui, parce que moi, ça m'a fait penser. Après, bon, les détails sont un peu flous parce qu'on n'a jamais la vérité dans ces cas-là, mais c'est notamment Tsukasa Hojo, donc Cat Size, City Hunter, Family Compo qui va être réédité. Yes, c'est une bonne nouvelle. Mais lui, on sait que il a décidé de quitter le Jump pour aller fonder sa propre maison d'édition ou sa propre agence pour en tout cas gérer lui-même ses droits d'auteur et donc ne plus être sous la tutelle d'un éditeur qui serait tiers, quoi. Enfin, mais s'il n'avait pas été Tsukasa Hojo, je pense qu'on lui aurait dit vas-y fonce. En fait, le truc c'est qu'il a fait ça pas tout seul, c'est qu'il a emmené avec lui un de ses meilleurs potes qui était Tsuhara, donc Keiji, comment il Hokuto no Ken. C'est quoi en français déjà? Ken le survivant. Ken le survivant, merci. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. Cuisine, pardon. Mais bon, il y a quand même. Il a réussi à sortir mais c'est pas tout le monde, effectivement. Non, c'est pas souvent. Il parlait de Gonagai aussi dans le livre, qui a réussi, qu'il a laissé faire d'autres choses. Et à savoir, est-ce que ça a forcément mieux marché pour eux derrière, tu vois? Est-ce que, enfin, personnellement, j'imagine qu'ils étaient mieux. C'est des grands, tu vois. Mais ouais, c'est des grands qui étaient déjà posés. Au final, c'est marrant parce que moi, ça me fait penser aux Américains, au développement de comics de Marvel, qui là où eux se sont
m'approprier des personnages, des histoires. Marvel s'est approprié Spider-Man, les X-Men et compagnie, DC, Batman et tout, quitte à virer complètement des auteurs de l'histoire de ces personnages. Bah, au niveau du manga, j'ai l'impression qu'il s'approprie des auteurs. Il s'approprie l'auteur en disant maintenant c'est bon, t'es avec moi, et a priori ça pourrait ressembler à la bonne idée, mais en même temps quand tu regardes ce qui se passe de plus en plus avec certains mangas à l'heure actuelle, Dragon Ball, bah techniquement Toriyama est encore là, mais ouais, on sait pas où il est. Où est son esprit? Il dirige Kishimoto sur Samurai 8. Ouais, il dirige, je sais pas, tu vois. Après, en vrai, vaut mieux de rester que scénariste. Quand t'es connu comme ça, je pense que ça t'use moins la santé. Ouais, et je pense que ta vie elle est bien meilleure. Je pense que t'as le temps de faire d'autres trucs à côté. Bah tu vois, Toriyama sympa. Il a l'air de faire tout sauf du manga. Oui. il a l'air de s'éclater. Enfin, je pense. Il design des jeux vidéo, il fait des maquettes d'avions. Et au final, bah, ça se rapproche pas mal de ce que Marvel fait des IP, Spider-Man et compagnie. Tu vois, maintenant, bah alors c'est pas le Glum du coup qui s'occupe de Dragon Ball, mais ils font ce qu'ils veulent de la licence. Ils ressortent un animé, ils ressortent un manga, ils ressortent des jeux vidéo. Là, j'ai l'impression que malgré tout, tous ils ont quand même un tout petit mot à dire quand même. Ah, elle est là la différence, c'est que t'es pas dans le cas d'une création qui est passée par les mains de 15 000 auteurs au point qu'on en ait oublié l'auteur de base. En Belgique, alors en France le droit d'auteur est inaliénable. En Belgique, il l'est. Un Spirou, ça peut appartenir qu'à Dupuis. Oui. Tout court. Donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Bah, Tintin appartient à Moulinsart. Voilà. Enfin, jusqu'à preuve du contraire dans pas longtemps normalement. Mais du coup ça c'est aussi différent au Japon. Et puis juste pour revenir sur Tsukasa Ojo, il y a un petit truc qui est marrant. Vous regarderez ce qu'on appelle les copyrights. En fait, quand on lit un magazine, quand on regarde une pub ou quoi, on fait pas attention à ça. Non, clairement pas. Attention, il y a une toute petite ligne de copyright quand c'est Tsukasa Ojo, quand c'est City Hunter, quand c'est Cat Size. T'as un pavé. Ouais. Regardez la tête du copyright par rapport à d'autres mangas. Voilà, normalement ça devrait vous faire rire, ou au moins vous faire sourire. Finissons cette émission avec le dernier et 6e point. Un manga est réalisé par une équipe de 2 personnes, le mangaka et son éditeur. Hey. Ouais, on connaît pas toujours le nom, hein. On sait que rarement qui est cet éditeur. C'est rarement annoncé comme ça. Ouais. Et pourtant, c'est le binôme clé. Dans le livre, il l'explique très clairement. Quand t'es un tout petit peu dans le milieu du manga, tu en as conscience. Mais voilà, dans le Shonen Jump, c'est clair et net. C'est un véritable binôme. C'est l'éditeur, sauf le responsable éditorial, le tanto, on l'appelle comme on veut, et l'auteur. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il le dit de manière très humble. Il le dit vraiment pas de manière genre je m'approprie le succès. Non. Il explique clairement que voilà, c'est un vrai binôme et qu'ils font avancer la série comme ça. Et en même temps, c'est par cet éditeur que passent les résultats des sondages de popularité, les enquêtes et ainsi de suite. Du coup, tous ces petits trucs d'avancée technologique, tu sais, ce que t'expliquais tout à l'heure, Cagnard. Ouais. Mais ça passe aussi par cet éditeur. Puis l'exemple du binôme le plus célèbre, c'est Torishima, l'éditeur de Dragon Ball, de Dr. Slump, l'éditeur de Toriyama. C'est Toriyama qui a déclenché à chaque fois tous les passages clés qui ont fait que Dr. Slump est Dr. Slump, que Dragon Ball est devenu le Dragon Ball qu'on connaît. A priori, après, c'est lui qui a poussé à ce qu'il continue quand il voulait arrêter. Mais genre, a priori, c'est lui qui a un peu poussé l'arc de Trunk et des cyborgs du futur. Et bah, moi, c'est mon arc préféré. Donc, bon, bah, qu'est-ce que je peux dire Ceci dit, depuis, il est devenu patron de Shueisha. Hein. Oui. Ah, il a eu le nez creux bon, quand ça même. va, ouais, c'est ça. Il s'est pas trop mal débrouillé, quoi. Niveau binôme, on est pas mal quand même. C'était pas juste un coup de chance non plus. J'ai misé sur le bon poulain, ça va. Mais quand tu regardes, on peut retrouver des fois des noms d'éditeurs. Et c'est marrant parce que, par exemple, dans le Shonen Plus, qui est une petite dérivée du Weekly Shonen Jump, c'est le même éditeur pour Fire Punch et Black Torch. Ah. Donc le mec aime le feu, quoi, a priori. C'est ça, et le mec a bon goût. oui, il a plus ou moins bon goût. Et il a une patte de dessin plutôt adulte. Du coup, il aime ce qui est adulte. Il a fait plein d'exercices, je crois aussi. C'est eux qui choisissent ou c'est. Comment c'est attribué? Je crois que. C'est la tombola, tu sais. Genre, non, je crois qu'il y a un rédacteur en chef et qu'il y a un responsable éditorial. Ouais, et qui sent un éditeur plus sur un titre que sur l'autre. Et puis on vire pas les gens non plus au Japon, donc à un moment donné, on les met sur des séries plus ou moins
Ouais. Ah, Facile toi, ou tu vas plus ou moins t'occuper dur. des pages 400 et quelques. Mais je pense que merde. les Toi, on va te éditeurs, donner à Oda. les éditeurs au Japon aussi, ils sont en charge de relativement peu de séries, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent suivre. Enfin, j'ai l'impression, après, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils suivent assez peu de séries en même temps, et ce qui leur permet d'être plus. Bah ça, on comment sait dire, pas. plus dessus. Après voilà, on peut-être qu'il nous manque les infos, mais en tout cas. Là, il nous manque les infos parce que typiquement dans le shonen, dans le Jump, je pense qu'il y a une série par éditeur. Je pense qu'un. Non, ils en ont plusieurs. Ils ont plusieurs séries. Ils vont travailler sur. En plus, maintenant, il y a la version numérique, donc ils vont travailler sur le manga numérique. Ils ont des auteurs. L'éditeur, il reste 3 ans sur une série. Ouais. Et ensuite, ça change. Pour pas non plus. C'est un peu comme un conseiller bancaire, quoi. Ouais, c'est ça. Assez régulièrement, quoi. Donc en tout cas, c'est le nouveau modèle qui a été mis aujourd'hui. Et non, ils ont beaucoup de séries. Ils ont surtout fait pas forcément beaucoup de séries en cours. Ils ont beaucoup d'auteurs qui veulent présenter des séries chaque semaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'eux, ils ont 70 mangaka et ils en ont 10 qui leur envoient chaque semaine en disant « Oh, regarde mon nouveau chapitre, qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être bien. » Mais ils ont 70 mangaka publiés ou ils ont 70 Non, 70 mangaka tout court. Quoi. Je dis 70, j'en sais rien. Mais non, mais je veux dire, ils ont dans leur escarcelle plein de mangaka qui sont en devenir, quoi. Il y a des jeunes, il y a des anciens. Mettons qu'ils en ont 5 de publiés, mais ils en ont quand même 65 qui toutes les semaines leur proposent des trucs à qui ils doivent apporter des retours. Oui, il y a tout ce qui est en plus toute la partie dont on n'a pas parlé, qui est la gestion des concours, ce genre de choses, quoi. Enfin, c'est quand même, en plus, la gestion des concours, les retours, et puis les retours sur les planches. Exactement. Parce que du coup, ils doivent voir le scénario avec chaque auteur publié, puis leur faire les retours, et leur dire ça c'est pas bien, et ça on comprend pas, et ainsi de suite. C'est dur. Mais c'est marrant parce que ça me fait un peu penser à un binôme réalisateur-scénariste au cinéma, tu vois, où c'est pas que je dis que les mangaka sont juste scénaristes, mais ça me fait penser à une espèce de duo où t'as un mec qui veut raconter son histoire et l'autre qui va pas la mettre en image à travers le dessin, mais qui va lui peut-être lui donner les indications, que ça soit en termes de storyboard ou en termes de plan, ou même en termes d'arrivée de personnages ou autre. Alors ça sera pas exactement comme réalisateur scénariste, mais j'ai l'impression que c'est un duo qui fonctionne comme ça un peu, allez, on va dire comme un scénariste et son script doctor qui vient lui dire là ça marche pas là ton histoire. Bah il se peut. Mais il y a aussi des auteurs colériques, il y a aussi des auteurs caractériels qui refusent des apports. Ah bah il y a Stanley Kubrick, quoi. Et puis il y a Togashi. Et même Oda, je me demande s'il accepte vraiment des retours, lui. Bah il y a des légendes urbaines comme quoi il aurait grillé pas mal d'éditeurs. Après c'est ça, tu te dis quand t'es Oda, est-ce que, enfin il y a des auteurs qui ont une telle aura que tu te dis, est-ce que toi en tant que tanto, éditeur de ce mec-là, qu'est-ce que tu peux lui dire, genre t'es là, non mais je pense que t'as tort. Ouais. T'as juste vendu je sais pas combien de milliards, c'est-à-dire que t'es la seule personne au monde à avoir vendu des milliards d'un livre. Comment lui dire qu'il a tort? Comment lui dire bah non mec, je pense que t'as tort dans ce que tu fais. Et Tanto a peut-être raison en plus à ce moment-là. Et je dis pas que le mec a tort, mais c'est juste que t'as raison. comment tu dis, et je trouve que ce truc de Pardon. Attends, non, je trouve que juste considérer ce duo mangaka éditeur comme tu vois partie prenante de l'œuvre, c'est assez marrant parce que c'est, par exemple, si tu compares à l'édition à la française entre guillemets, c'est pas du tout la même chose. L'éditeur en France, je dis pas qu'il bosse beaucoup aussi, tu vois, mais il est beaucoup moins interventionniste sur le. J'ai l'impression que l'éditeur japonais, comme tout ce qu'on pointait précédemment, genre écouter les sondages d'opinion et machin, tu vois, l'éditeur se fait l'écho de ça, c'est-à-dire qu'il son rôle c'est de dire à l'auteur, bah voilà, là j'ai reçu les sondages, tel personnage est plus populaire, donc tu dois. Et certains éditeurs ont fait des mangaka. Voilà, et par exemple, mais rien qu'un exemple basique, c'est juste de dire, bah voilà, là j'ai reçu le sondage de tel manga, ce personnage-là est plus populaire, donc tu dois le mettre plus en avant, puisque tu vois, genre là c'est vraiment l'éditeur qui va vraiment avoir un rôle interventionniste et dire et transformer l'œuvre de l'auteur et lui dire genre bah là ton manga il faut que tu le fasses aller dans telle orientation si tu veux qu'il corresponde plus à ton lectorat, alors que dans l'édition, voilà, alors que dans l'édition à la française l'éditeur il est plus genre
je prends l'œuvre de l'auteur tel qu'il est et je fais au mieux pour que. Et en plus, c'est même qu'un avis personnel dans le cas de l'éditeur en France. Bien sûr. Un avis personnel de dire, voilà, c'est ce personnage ne marche pas. C'est extrêmement subjectif pour le coup. Là, c'est vraiment l'éditeur qui dit bah là, ça fonctionne, ça fonctionne Au pas. Japon, Mais effectivement, là, il a des faits, il a des choses sur lesquelles s'appuyer. et c'est surtout qu'il va vraiment pouvoir orienter l'auteur sur vraiment orienter l'auteur sur le cheminement de la série, alors qu'en France, il va plutôt faire des ajustements qui vont être beaucoup moins déterminants, quoi. Clairement. Julie. Bah, c'est parce qu'il y a la sérialisation, tout bêtement. Enfin, oui, c'est mais après, qu'il y a un truc qui. Non, la sérialisation, beaucoup... ça existe en France aussi. Oui, ça existe en France aussi, tu vois, mais. Mais peut-être pas aussi industriel, tu vois. Que ouais, mais bien sûr, et là, pourquoi on revient à. Mais regarde, tous les auteurs français sont à la recherche d'avoir une grande série. Tu vois, enfin, t'en as très peu qui veulent faire juste un one shot et dire. En fait, ceux qui veulent faire juste un one shot, c'est ceux qui ont déjà du succès. Ouais. Par contre, les jeunes auteurs français veulent tous faire une série, un donjon, un sillage, un truc à succès. Peut-être parce que pour le coup, le Jump, il a un cahier des charges, quoi. Il faut entrer ou sortir du cahier des charges, très clairement. Ouais. Et pour revenir à l'histoire de One Piece, de toi, jeune Tanto, qui vient d'être à qui on vient de dire, pendant 3 ans, tu vas coacher Monsieur Oda. Oh super. Voilà. Faut pas oublier que derrière toi, ou devant toi plutôt, il y a une plein qui sont tombés au champ d'honneur et qui ont peut-être quand même réussi et contribué au succès de la série, et que c'est pas que lui qui a vendu des millions et des millions d'albums, même si évidemment il fournit une part incommensurable. Mais au final, c'est vrai que c'est le nom d'Oda qui est sur les mangas, donc du coup, c'est moche ta vie. Nous avons terminé cette émission. On a encore beaucoup de choses à dire sur chacun des points. En fait, on pourrait même prendre un manga, tu sais, clairement, et voir de quelle manière ces 6 points s'appliquent dans Dragon Ball, dans Naruto, dans Senseiya, dans One Piece, dans Slam Dunk aussi, dans des tonnes de mangas, et vous pouvez aussi essayer de votre côté le faire et réagir à cette émission avec le hashtag 5DC. Petit tour pour le mot de la fin. Robin, c'est bon, t'as plus de questions à te poser, tu n'as plus rien de... Non, je sais comment faire le manga du futur maintenant. Je vais appliquer les 6 points tels qu'ils ont été énoncés par Monsieur Goto, et je ferai le One Piece du futur. Julie. Moi j'ai terminé tout à l'heure par la vie c'est moche, donc non, rappelez-vous, amitié, effort, victoire. C'est très très beau. Cagnard. Je viens de manger un autre ravioli au poivre et franchement la vie ça pique. Comme le Shonen Jump finalement. Exactement, c'est piquant. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. On va terminer sur cette phrase de Dave X. J'aime bien, tu finis par des citations maintenant. L'auteur du manga Versus Memory, qui était notre bonne surprise de la rentrée. Notre petit chouchou. Et comme le dit Dave X, j'ai jamais compris à quoi servait cet encart à l'entrée des mangas, à part peut-être raconter sa vie. Vous en saurez plus sur ma vie si vous achetez mon tome 2. Boum, voilà. Marketing. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt. Ciao. Salut. Merci, salut.